Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte. Et aujourd'hui, je découvre Les Dents de la Mer. You're gonna need a bigger boat. Les Dents de la Mer, ou Jaws dans sa version originale, est un film réalisé par Steven Spielberg, l'un des plus grands réalisateurs bien sûr américains de tous les temps, mais il était à ce moment-là à ses débuts, il avait réalisé le film Duel quelques années auparavant. Ce film est sorti en 1975 aux États-Unis, pour être plus précis durant l'été 75, ce qui a une grande importance pour comprendre le succès qu'a eu ce film. Puisqu'en effet, on considère que Les Dents de la Mer, c'est le tout premier blockbuster de l'histoire du cinéma. Blockbuster, vous savez, c'est le terme qu'on utilise pour parler des grands films américains à gros budget, qui cherchent à faire du grand spectacle pour les spectateurs. Et en fait, c'était un peu inédit de mettre des films justement comme Les Dents de la Mer par exemple, les gros films, de les mettre en été. On imagine que les succès étaient plus en hiver, sauf que Les Dents de la Mer, c'est l'un des premiers films qui va inaugurer le fait de sortir une grosse sortie durant l'été, un peu le blockbuster justement, donc c'est un film qui a aussi marqué l'histoire du cinéma, au-delà de son imaginaire, de son scénario, etc., pour sa stratégie marketing. Même si techniquement il a été reporté à l'été parce qu'il y a eu des problèmes de production, on en parlera. C'est donc un film que je n'avais jamais vu. À titre personnel, évidemment, vous allez me dire, mais comment tu n'as pas pu voir Les Dents de la Mer? Eh bien voilà, désormais c'est chose faite, je voulais en plus le voir dans de bonnes conditions, et là je l'ai carrément vu au cinéma, donc je pense qu'on pouvait pas faire beaucoup mieux. Film culte qui a marqué des générations entières grâce à son méchant entre guillemets iconique, bien sûr, le requin, qui est filmé de façon magistrale dans le film. On en reparlera lorsqu'on parlera de la mise en scène, bien entendu, du film, mais un film qui a vraiment traumatisé, je pense, beaucoup de personnes qui ne voulaient plus se baigner pendant un long moment. Et donc cette vidéo est là pour vous donner mon ressenti sur ce film 50 ans après sa sortie. Moi qui suis une personne qui découvre complètement l'histoire de ce film, je connaissais bien évidemment certaines scènes extrêmement cultes, certaines répliques cultes, comme il nous faudra un plus gros bateau, bon ça je l'avais entendu ailleurs forcément. Mais il y a plein de choses dont je n'étais pas forcément au courant, donc la découverte était très appréciable, et je vais vous partager mon ressenti sur ce film culte, sorti il y a maintenant plus de 50 ans. Pour reposer un petit peu l'histoire, parce que peut-être que certaines personnes parmi vous n'ont jamais vu ce film, donc il faut quand même reposer les bases, c'est un film qui nous raconte l'histoire d'une petite ville qui s'appelle Amity, aux États-Unis, et en fait on approche de la saison estivale, donc il y a forcément beaucoup de personnes qui vont aller près des plages, qui vont aller se baigner, etc., et qui va rapporter beaucoup de sous notamment et de renommée à la ville d'Amity, sauf que problème, il y a un requin qui débarque et qui tue pas mal de personnes. C'est donc un problème assez compliqué parce que d'un côté on a des personnages qui vont faire en sorte de demander qu'on ferme les plages évidemment pour éviter plus de meurtres, plus de décès, enfin parce que des meurtres c'est un peu particulier pour un requin, mais du coup limiter le nombre de décès, c'est notamment le cas de notre personnage principal qui est donc le shérif. Le shérif Martin Brody qui est donc joué par Roy Scheider, qui est donc un personnage très appréciable parce que c'est un personnage de shérif assez ordinaire en fait. Il y a un côté très humain chez ce personnage, très attachant aussi, avec pas mal de scènes qui vont montrer que c'est un homme qui a beaucoup de respect pour les autres, et donc on a envie de suivre ce personnage. Sauf que d'autres personnages vont être opposés à la fermeture de ces plages, parce que forcément ça détruirait un petit peu la réputation de la ville, et ça fermerait les commerces, etc. Donc d'un point de vue économique ce serait pas top. C'est notamment le cas du maire, qui est un peu ce personnage qu'on va un peu prendre plaisir à détester entre guillemets, même si c'est un peu plus nuancé dans le film, mais voilà, c'est quand même un personnage qui insiste beaucoup sur le fait que mais y a pas de souci, le requin va tuer personne. Vous vous doutez que ça va être un petit peu plus compliqué. Et à force que le sang coule près des plages d'Amity, on va avoir 3 personnes qui vont essayer de tuer le requin à 3 durant une expédition sur un bateau, et c'est du coup le trio de personnages qu'on va suivre dans le film. On a à la fois le shérif Martin Brody, qui est donc joué par Roy Scheider, on a aussi le personnage Matt Hopper, qui est un spécialiste des océans et des requins, qui est donc joué par Richard Dreyfuss. Je regarde sur ma droite parce que j'ai les informations et j'ai pas envie de dire de bêtises. Et on a enfin pour finir Robert Shaw, qui joue le personnage de Quint, qui est un petit peu plus le gars qui a de la bouteille quoi, c'est un marin qui sait beaucoup de choses et qui est un petit peu beauf sur les bords. Il y a 2-3 répliques qui sont assez marrantes lorsqu'il fait quelques réflexions, lorsqu'il chante ou trucs comme ça. C'est un personnage un peu plus excentrique que les deux autres, même si on reste quand même sur un personnage un minimum nuancé. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié aussi le personnage de Matt Hopper, qui est donc joué par Richard Dreyfuss, qui est un personnage vraiment très sympa.
Voilà globalement pour ce qui est de l'histoire, et je vous propose qu'on rentre un petit peu plus dans la critique, entre guillemets, même si c'est plus une découverte qu'une véritable critique, mais bon, c'est un petit peu comme une critique finalement. On va parler d'abord de l'histoire, j'ai envie de dire, des personnages que j'ai trouvé vraiment excellentes. Alors, j'avoue que au début, je me suis dit, j'ai peur que le film soit un petit peu, j'allais dire classique, c'est pas le bon terme, parce que forcément c'est un film qui a défini, comme vous le savez, beaucoup de codes du cinéma d'horreur ou de cinéma de suspense, hein. Forcément c'est un film qui a beaucoup marqué son époque, mais c'est vrai qu'au début je me suis dit, j'ai peur que le film soit un petit peu mou, entre guillemets, que maintenant à revoir aujourd'hui, bah forcément il est un peu moins bien rythmé, mais je me suis totalement trompé, parce qu'en fait le film est parfaitement rythmé, même encore aujourd'hui, je trouve qu'on s'ennuie pas une seule seconde, il se passe toujours quelque chose dans Les Dents de la Mer. On a une première partie qui va plus se passer du coup près des plages et dans la ville d'Amity. On va suivre du coup ce shérif qui va essayer de prendre les meilleures décisions. On va suivre aussi Matt Hopper qui va rejoindre le shérif et qui vont essayer de demander ensemble à ce que les plages soient fermées. Et on a ensuite une deuxième partie qui va plus être la traque, entre guillemets, de ce requin, avec nos 3 personnages principaux, et même là aussi, je trouve que cette partie sur le bateau, elle est tellement bien rythmée, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours un bon développement de personnages, il y a toujours une scène d'action, il y a toujours une musique marquante, etc. Bref, franchement, en termes de rythme, je me suis complètement trompé, le film se regarde encore avec grand plaisir, même aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'éléments qui font que ce film, même encore aujourd'hui, fonctionne extrêmement bien. Je pense déjà à sa scène d'intro, absolument cultissime, avec juste cette musique. Déjà, évidemment, hein, c'est sûr que ça va être un peu facile ce que je vais dire, mais en même temps, que dire, si ce n'est que la musique de John Williams dans ce film est absolument parfaite. Enfin, il a redéfini les codes de la musique, justement, du film à suspense, avec juste 2 notes. Enfin, techniquement, on m'a dit qu'il y avait 3 notes, je crois qu'il y a une note un peu cachée, enfin bref, dans tous les cas, globalement, on va dire qu'il y a 2 notes importantes dans le film, et qui sont particulièrement, ça fait tout le film, quoi. Ça fait tout le sel du film, ces 2 notes qui reviennent souvent, et qui du coup te disent, attention, il va se passer quelque chose, ça arrive. Mais en plus de ces compositions qui servent du coup le suspense, principalement, on a aussi des compositions qui sont beaucoup plus dans le côté aventure, notamment tout ce qui va être la partie sur le bateau, durant le dernier tiers du film, je dirais. Là, on a aussi des compositions, je trouve, très entraînantes, magnifiques, on a de magnifiques orchestrations. Vraiment, John Williams, y a pas à dire, hein, c'est évident ce que je vais dire, mais c'est vraiment l'un des plus grands compositeurs de l'histoire du cinéma, si ce n'est pas le plus grand, peut-être. Ça se joue, franchement, parce qu'il a fait tellement de mélodies cultes, et je trouve qu'il a vraiment un sens de la mélodie. Parce que Hans Zimmer, j'aime beaucoup, j'adore même, mais c'est vrai que je trouve que John Williams, par exemple, il a un côté un petit encore plus magnifique, je trouve, dans ses bandes originales. Je dis ça parce que j'ai vu récemment un concert symphonique où il y avait les musiques à la fois de Hans Zimmer et de John Williams, ce qui fait que c'était un super concert, mais au final, je crois que j'ai préféré les musiques de John Williams parce qu'il y a un côté à réécouter, en tout cas avec un orchestre, ça marche beaucoup mieux parce que vraiment c'est complètement adapté à un orchestre, et forcément, la musique de Dents de la Mer, c'est absolument génial. J'ai un petit peu dérivé parce que de base, je voulais plutôt parler du scénario des personnages, donc je vais un peu revenir dessus. Les 3 personnages principaux sont vraiment excellents, ils ont une superbe dynamique, déjà ils sont très bien interprétés par 3 acteurs exceptionnels, parce qu'ils jouent tous les 3 des rôles bien à eux, en fait. Ce que j'aime, c'est qu'ils jouent des personnages qui sont pas si caricaturaux que ça, j'avais un petit peu peur de ça, notamment avec Quint, mais au final, certes, ils ont des caractères marqués, tu sens qu'il y en a un qui va être un petit peu plus réservé, ordinaire, entre guillemets, c'est du coup le personnage de Martin Brody. On va avoir un personnage qui est un petit peu plus expert, scientifique, et qui du coup est là aussi un petit peu plus réservé, mais on sent quand même que il se laisse pas trop faire non plus. C'est le personnage de Matt Hopper, qui est donc joué par Richard Dreyfuss, et à l'inverse, t'as Quint qui clairement ne se laisse pas marcher dessus du tout, qui du coup est joué lui par Robert Shaw. J'espère que je dis pas de bêtises, mais normalement, j'ai mon truc à côté, donc tout va bien. On a d'ailleurs une superbe scène avec Quint, où justement, il va un peu se livrer sur son expérience, justement, pourquoi il a aussi, il a commencé à traquer les requins. Il y a une scène où il explique qu'il était sur l'USS Indianapolis, qui a coulé à cause de sous-marins japonais, et qu'il était traqué par plusieurs requins, et la façon dont la scène est montée, la scène commence de façon humoristique, on essaye un peu de lier les 3 personnages, et ça fonctionne très bien, il y a une très bonne alchimie, puis ça part justement sur ce discours sur l'USS Indianapolis, qui est beaucoup plus grave, qui est très bien raconté, bien servi par la musique, par l'interprétation, une superbe scène là encore. Il y a une autre scène que j'ai beaucoup aimée au niveau des personnages, c'est la scène de la table, j'avais déjà entendu parler de cette scène là, c'est une scène où on a du coup le personnage de Martin Brody, qui du coup est à table avec son fils, et son fils, alors qu'il a appris une nouvelle assez grave, Martin Brody, il va imiter, entre guillemets, les actions de son père. Donc par exemple, si son père il est comme ça, le fils il va faire pareil, si le père il est comme ça, le fils il va faire pareil, etc. etc. Et c'est une scène très simple, mais qui en dit long sur à quel point ce personnage est extrêmement sensible et attaché
à ses êtres chers et aux autres. Parce que tu voyais déjà avec la scène d'avant où justement il venait de recevoir une femme qui avait perdu son fils à cause d'une attaque de requin, et du coup il lui reprochait le fait qu'il n'avait pas fermé la plage à temps. Donc c'est une scène qui marchait très bien parce que ça montrait aussi que ces actions-là qui paraissent un petit peu minimes ont des conséquences extrêmement graves. Donc il y a un sentiment de culpabilité, et le fait d'avoir cette scène-là de Latta permet de montrer que c'est un personnage très très humain, et en plus le fils il est trop mignon, vraiment c'est magnifique. Il y a aussi la femme qui est jouée par Lauren Gary, je crois que c'est bien ça que je vois, qui est donc Ellen Brody, qui d'ailleurs je crois revient dans les suites. Apparemment les suites sont pourraves donc je les regarderai jamais, mais voilà, apparemment il revient par la suite. Et donc cette famille marche très bien, la chimie entre les trois personnages principaux marche très bien. De manière générale je trouve vraiment que les personnages sont très bien écrits, nuancés, certes très bien caractérisés, avec des rôles qui pourraient être considérés comme caricaturaux, mais c'est écrit de façon assez subtile. C'est là où je trouve que c'est très intelligent dans l'écriture, c'est qu'on essaie de faire en sorte que on échappe au cliché, mais en même temps on comprend très facilement quel caractère a tel personnage, d'où il vient, son évolution, etc. C'est très facile d'accès. Donc pour ce qui est de l'histoire, il n'y a pas à dire, franchement oui, c'est un super scénario, c'est de super personnages, on ne peut même pas compter le nombre de scènes cultes, mais ça c'est plus lié à un autre élément dont on va parler maintenant, qui est la mise en scène forcément. Que dire si ce n'est que la mise en scène de Spielberg, alors qu'il est dans ses premiers films, est absolument dingue, mais surtout je crois que c'est vraiment l'un de ses premiers films, et pourtant c'est déjà d'une maîtrise absolue. Je pense à la scène d'intro où on te filme du coup le requin avec un plan subjectif où on imagine que la caméra en fait c'est nous le requin et qu'on commence à se rapprocher de notre première victime. Il y a une façon de réaliser que je trouve absolument fascinante, couplée à la musique en plus. Il y a vraiment un cocktail assez délicieux. Surtout que c'est très intelligent de la part de Spielberg, parce que quand je parlais de problèmes de production au début de la vidéo, c'est le fait que le requin de base qui avait été construit pour le film a coulé au tout début du tournage, ce qui fait qu'ils n'avaient pas de requin animatronique, ou en tout cas ils n'avaient pas quelque chose d'extrêmement facile à faire. Donc en fait, à part à la toute fin du film où on voit le requin de façon assez frontale, on voit presque pas le requin en fait quand vous regardez le film. C'est que on fait que de la suggestion, on suggère le requin à travers à la fois des plans en vue subjective, avec la musique aussi qui annonce l'arrivée du requin, avec des plans où on observe de loin et on se demande où est-ce qu'il va débarquer le requin, on sait pas, c'est tout le suspense justement qu'il y a autour de ce requin. Et je trouve ça fascinant à quel point ils ont réussi à créer un suspense implacable, parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont extrêmement tendues, alors qu'en soi, le requin, on le voit presque pas, à part à la fin, hein. Là, c'est dans les 15 dernières minutes qu'on le voit beaucoup plus, on a beaucoup de plans sur lui, d'ailleurs qui sont très bien faits, franchement, les plans de requin, c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui, comme Alien par exemple, n'a presque pas pris une ride, parce que franchement, à revoir aujourd'hui, je trouve que, franchement, les effets spéciaux, tout ça, c'est encore nickel, quoi, ça passe toujours très bien. Il y a aucun souci là-dessus, c'est vraiment très très bien fait. Les scènes gore, etc. Franchement, ça marche très très bien. Et en plus du suspense, ce que je veux dire, c'est lié au suspense, mais on a aussi quelques petites jumpscares, mais qui sont tellement bien faits. C'est vraiment des jumpscares qui sont pas putassiers du tout. C'est pas des jumpscares qui sont juste là pour faire en sorte que tu aies l'impression que ça fait peur, etc. Comme beaucoup de films d'horreur récents. Là, on est sur des jumpscares qui sont justement très surprenants déjà. Ils arrivent pas forcément au moment où tu l'attends parce que ça joue avec la musique. Il y a pas d'un coup une musique qui débarque tout le temps, sauf à un moment donné. Mais par contre, pour le coup, ça a bien marché lorsqu'on a le personnage de Matt Hopper qui fouille une barque, et en fait il se trouve que qui fouille un bateau, et dans ce bateau on trouve un cadavre, et du coup il y a une tête qui apparaît à un moment donné, et ça fait super peur parce qu'il y a un bruit en même temps, et le visuel de la tête c'est affreux, mais vraiment ça marche très très bien. Donc pour le coup j'ai un peu sursauté dans le cinéma, je l'avoue. Mais c'est surtout sur la fin, lorsque le requin va un petit peu attaquer le bateau, qu'il y a beaucoup de moments qui m'ont beaucoup surpris, parce que le requin apparaît pas forcément au moment où tu penses qu'il va apparaître, à l'endroit où tu penses qu'il va apparaître. À un moment donné, le personnage est dans la cabine et commence à être un petit peu en train de le bateau est sur le point de couler, et t'as le requin qui débarque à travers la fenêtre, et du coup tu t'y attends pas, parce que tu te dis mais il va jamais apparaître de là, il va plutôt apparaître de la gauche, puisque l'eau est plus accessible du côté gauche. Il y a plus d'eau du côté gauche, mais en fait non, on te montre sans musique en plus, donc ça te surprend d'autant plus, le requin qui débarque d'un coup, et franchement ça fonctionne tellement bien. Mais je veux dire, c'est quand même fou qu'un film qui a plus de 50 ans fonctionne mieux en termes de jumpscare que la plupart des films récents qui ont beaucoup plus de moyens. Ça pue la maîtrise. Alors vraiment de tous les instants, au niveau du suspense, au niveau des jumpscares, si on appelle ça aussi, c'est des jumpscares techniquement, ça fonctionne vraiment très bien, et du coup, avec tous les éléments dont je viens de vous parler, évidemment que ce film est absolument exceptionnel et qui se rapproche du chef-d'œuvre. Parce que honnêtement, la musique est iconique, les scènes d'attaque de requins sont iconiques, notamment il y a 2 scènes d'attaque sur la plage. Il y en a une première avec
pas mal de monde, mais avec ce plan très connu, qui est inspiré, je crois, du cinéma d'Hitchcock. Je me rappelle plus du nom du plan, je vais chercher ça. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est l'effet vertigo, ou on peut appeler aussi ça un travelling compensé, donc qui a été démocratisé par notamment Alfred Hitchcock, bien sûr, c'est pour ça qu'on appelle ça l'effet vertigo, parce que c'est dans le film Vertigo, et c'est le fait d'avoir un travelling en même temps qu'un zoom. Donc en fait, je crois que c'est si tu fais un travelling arrière et qu'en même temps tu fais un zoom avant, et inversement, si tu fais un travelling avant et qu'en même temps tu fais un zoom arrière, ça donne cette impression. Et je crois d'ailleurs que dans Les Dents de la Mer, c'est un travelling avant et un zoom arrière. Je sais pas exactement. Pour le coup, je sais plus, mais en gros, ça donne une impression. En fait, t'as le visage qui d'un coup commence à grossir, mais en même temps, il est hyper net, ça donne un effet de vertige un petit peu, et qui permet de nous rendre compte, en fait, à travers ce plan, que le personnage est en train de se rendre compte que quelque chose ne va pas du tout par rapport au requin. Enfin, il se rend compte qu'il y a un requin justement au niveau de la plage. C'est un plan iconique, qui est vraiment resté dans les annales. Tout le monde connaît ce plan, je pense. Si vous connaissez un petit peu en cinéma, je pense que vous avez déjà vu ce plan. Donc il y a cette première attaque sur la plage, il y a la deuxième, où au début on croit qu'en fait il y a un requin qui débarque, mais en fait non, c'est parce que c'est des petits jeunes qui ont voulu jouer justement avec un petit aileron, enfin un faux aileron de requin justement. Du coup, tout ce qui s'est passé, tu te dis en fait ça s'est passé pour rien, sauf qu'en fait le requin il est autre part, et du coup là tu fais mais non, mais c'est pas possible, et du coup c'est génial. Franchement, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus que c'est absolument génial et c'est preuve de la perfection. Il y a beaucoup de figurants aussi et ça rend très bien. Enfin, tu crois vraiment à tout ce qui se passe. Tout a été filmé pour de vrai. Les acteurs sont impeccables. La musique est iconique. La mise en scène est iconique avec des plans qui sont restés dans les mémoires de tout le monde. Les décors sont fabuleux. Le requin est quand même très bien fait malgré tous les problèmes de production. Pour créer ce requin, sur la fin, ça fonctionne tellement bien, t'y crois à 100%. Non, franchement, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à part que c'est un grand chef-d'œuvre du cinéma, c'est Dents de la Mer. Donc pour conclure, oui, pour cette découverte des Dents de la Mer, j'ai été absolument stupéfait parce que c'est un film qui n'a pas pris une ride. Ça fait partie de ces films qui, pour moi, ils sont pas nombreux, hein. Souvent je peux être un petit peu plus relou sur les bords, on va dire, sur certains vieux films, mais alors là, qu'est-ce que tu veux dire sur les Dents de la Mer? C'est tellement en avance sur son temps que même si ça sort aujourd'hui, j'aurais trouvé ça dingue. Donc forcément, si en plus c'est sorti en 1975, c'est d'autant plus une prouesse, clairement. Donc si vous n'avez jamais vu Les Dents de la Mer, je ne peux que vous le recommander, évidemment, parce que c'est un film qu'il faut voir, pour le coup c'est un film qu'il faut absolument voir dans une vie. Si en plus vous avez la chance de le voir comme moi, dans des conditions idéales comme le cinéma, c'est un plus, mais même chez vous, enfin ce sera très bien, dans tous les cas vous faites votre choix, mais regardez-le, et pour ceux qui avaient déjà vu ce film, j'espère que j'ai réussi à bien en parler, hein, parce que encore une fois on reste sur des vidéos où je vous parle un petit peu comme ça, des films que je découvre. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, hein, parce que je me rappelle encore de la vidéo du parrain où je m'étais trompé sur le nom du compositeur, du coup on m'était un petit peu tombé dessus. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo découverte vous a plu. Vous m'avez beaucoup réclamé le retour des vidéos découvertes, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. C'est très important pour savoir si je dois en faire encore des vidéos découvertes comme celle-là. Si c'est le cas, j'essaierai d'en faire de temps en temps. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.